réunion du groupe consultatif sur le financement du PND 2016-2020 a porté ses fruits. Le montant des financements annoncés par les bailleurs de fonds s'élève à 7 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement a levé par ailleurs 9 500 milliards du secteur privé, portant le montant global à 17 200 milliards de francs CFA. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance poursuit la lutte contre la corruption. Ce mercredi à Dabou, elle a lancé officiellement la campagne de sensibilisation à l'endroit des autorités préfectorales et des élus locaux. Transparence Cacao a aussi été lancé officiellement ce mercredi. Il s'agit du nouveau programme de la plateforme de partenariat public-privé qui s'insère dans le programme national de développement de la filière Café Cacao. Nous en parlerons en milieu de journal. Dans ce journal également, nous irons au Venezuela où l'opposition rejette l'état d'exception du président Nicolas Maduro. Les Vénézuéliens ont marché pour réclamer un référendum en vue de sa destitution. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans votre édition. Rendons-nous tout de suite à Paris où le groupe consultatif du PND a rencontré ce mercredi le secteur privé qui détient 62% des parts du montant total à mobiliser, montant total qui s'élève à 30 000 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. Et bonne nouvelle, 9 500 milliards de francs CFA ont été annoncés en termes d'intention de financement. Je vous propose à présent d'écouter Kabaniale, la ministre du Plan et du Développement, et Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, ministre de l'Économie et du Budget. Les intérêts exprimés sur les opportunités d'investissement présentées au cours du groupe consultatif s'élèvent à ce jour à 19 milliards de dollars, soit 9 500 milliards de francs CFA, dans l'attente de la finalisation des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Les 30 000 milliards que nous avons demandé, il y a des chances que ce soit atteint. Vous savez qu'en un jour, au niveau du secteur privé, sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Je voudrais vraiment remercier la Banque mondiale pour cette belle organisation qui a donc été faite, remercier le gouvernement français qui nous a appuyés et remercier le secrétaire d'État Valini qui, malgré la nécessité d'un voyage à Copenhague, est venu ici participer à l'ouverture avant de faire son voyage. Nous sommes heureux de cela et j'ai indiqué donc au groupe de la Banque mondiale que le président Alassane Ouattara, qui a eu les échos de ce dossier, les remercie de tout cœur. Ici, en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entame des tournées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce mercredi, les membres de la Haute Autorité étaient à Dabou, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Cela pour le lancement officiel d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des autorités préfectorales et des élus locaux. Alexis Ouedraogo. En Côte d'Ivoire, le phénomène de corruption impacte négativement l'économie et dégrade le tissu social. Santé, éducation, commerce, aucun secteur n'est épargné. Créée en 2013 pour lutter contre le mal, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance descend sur le terrain. L'atelier ouvert ce mercredi marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation. Son objectif, impliquer dans la lutte les agents publics, notamment les fonctionnaires et agents de l'État. Au niveau de la participation dans la lutte contre la corruption, il y a des tests qui incombent à l'État et aux organismes publics. Il y a des tests qui incombent, c'est-à-dire des mesures dont la mise en place incombe le secteur privé. Il y a des mesures qui incombent aux ONG, des mesures qui incombent aux médias. Ici, aujourd'hui, c'est l'État et les organismes publics. Donc vous voyez, dans la salle, il y a beaucoup de préfets, les directeurs régionaux, les élus. Ça, ils sont concernés. Après, on fera pour le secteur privé, pour que tout le monde participe. Transparence, responsabilité, bonne gouvernance, lutte contre la corruption sont les termes qui devront désormais les inspirer. Ça incite chacun à prendre conscience de ses responsabilités, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Des ateliers pour les autres groupes, secteurs privés, groupements de la société civile, devront être
tenu bientôt. Le programme de sensibilisation et d'éducation devrait être, lui, diffusé sur toute l'étendue du territoire en vue de motiver un réel changement de mentalité. Transparence Cacao, c'est le nouveau programme enregistré par la plateforme de partenariat public-privé. Officiellement lancé ce mercredi, ce programme s'intègre dans le programme national de développement de la filière café-cacao dénommé 2QC. L'objectif, c'est rendre la filière prospère et durable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Coût de l'investissement, 2 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. Les précisions de Noël Gnagno. Le cacao, une spéculation majeure pour l'économie ivoirienne. La durabilité de sa production préoccupe les pouvoirs publics à travers le Conseil du café-cacao et les transformateurs, surtout qu'aujourd'hui plus qu'hier, la cacaoculture est menacée par le phénomène du changement climatique. Avec le déficit hydrique, je veux parler de la sécheresse, on a quelques inquiétudes sur non seulement les niveaux de production de la campagne intermédiaire, mais aussi et surtout sur la qualité intrinsèque même des fèves. Donc, de plus en plus, il est important pour nous d'anticiper. Dans cet environnement nouveau, il faut changer le mode de production de sorte à rendre la filière prospère et durable pour tous les acteurs. Voilà qui explique l'avènement du programme Transparence Cacao. Le planteur doit s'adapter et en même temps, le pays a des ambitions de production plus importantes de cacao, l'ambition de produire 50% du cacao mondial, et on ne peut plus garder les pratiques culturelles qui étaient aux dépens de la forêt. Aujourd'hui, on dit aux planteurs, avec la plantation que vous avez aujourd'hui, nous allons vous permettre de produire plus à l'hectare et donc de préserver la forêt. Et même aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques culturelles, les nouveaux hybrides qui sont proposés par le CNRA, vous allez pouvoir augmenter votre production. Et en même temps, sur votre plantation, on va vous proposer de planter des arbres et donc d'avoir des revenus supplémentaires pour l'avenir, de vous projeter dans l'avenir et d'avoir une cacaoculture qui soit beaucoup plus durable pour l'avenir. Un programme en phase avec les engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP 21. La contribution de la Côte d'Ivoire, je pense, qui sera la plus remarquée, sera qu'après avoir fait l'agriculture notre moteur de développement, nous puissions aujourd'hui faire en sorte que cette agriculture cohabite avec l'environnement et que cette agriculture ne soit plus l'ennemi de la forêt. Coût du projet, plus de 2 milliards de francs CFA. Durée du programme, 5 ans. Sur cette période, 100 coopératives, soit 60 000 producteurs, bénéficieront du programme. Reportage signé Noël Gnagno. Signature d'accord de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et développement, une structure française spécialisée dans le domaine de l'agriculture. Cet accord de partenariat devrait améliorer le secteur agricole par la recherche, la formation et les appuis financiers. La Côte d'Ivoire et la France ensemble pour renforcer leur coopération en matière de formation et de recherche scientifique. Une signature d'accord pour rendre l'agriculture ivoirienne plus performante. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, CIRAD, s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec tous les acteurs de la science, de l'innovation et les acteurs sociaux et les acteurs économiques pour produire des connaissances et des innovations qui servent à d'autres. Nous répondons à des questions que d'autres nous posent. Et notre fierté, c'est d'être au service de ces enjeux. Et là, les enjeux, c'est évidemment le développement de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CIRAD a pendant plusieurs années soutenu la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agriculture. À travers cette convention, elle va accroître sa mission. La coopération entre les institutions françaises de recherche et les universités, centres et instituts de recherche ivoiriens a produit des résultats qui permettent aujourd'hui à notre agriculture d'être l'une des plus performantes du continent et d'occuper les premières places dans plusieurs domaines, ce qui contribuera à accélérer le processus d'industrialisation tant voulu, tant recherché par le chef de l'État. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire à cause des événements de 2011, le CIRAD est de retour pour apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Reportage signé Éric Goré.
Le CIRDES, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, a tenu sa 15e session ordinaire du conseil d'administration en Guinée-Bissau. Cette rencontre avait pour objectif de trouver des solutions idoines et définitives aux difficultés que connaît le CIRDES. Cette 15e session a été présidée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. C'est ce que nous dit Hugues Veblé. Des difficultés financières, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide en connaît et c'est chaque fois que des solutions sont recherchées. Le dernier conseil d'administration du CIRDES s'est attelé à lui trouver un souffle nouveau face à sa dette qui s'élevait au 31 décembre 2015 à environ 573 millions de francs CFA. Afin de sauver l'élevage ouest africain, le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a invité les États membres à assurer son budget de 200 millions de francs CFA. Au 31 décembre 2015, seuls la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso ont versé leur contribution, soit 78 millions de francs CFA. De bonnes nouvelles ont pu être notées à cette 15e session du conseil d'administration du CIRDES au plan scientifique notamment. Le partenariat avec la recherche des pays membres a été renforcé et diversifié. Le centre dispose d'atouts et d'une expertise incontestable dans le domaine des maladies parasitaires à transmission vectorielle. Loin de plier face à ces difficultés financières, le conseiller d'administration du CIRDES l'a engagé à davantage faire valoir son expertise pour le bonheur de l'élevage en Afrique. La population de San Pedro salue les actions de développement initiées par le président de la République. Des actions notamment en termes de sécurisation et d'électrification de plusieurs localités et de la région. On en parle avec Thérèse Tapé-Yoboué. Construction de nouvelles casernes, renforcement du dispositif de sécurité, projet d'électrification de tous les villages frontaliers du Libéria. Pour toutes ces actions de développement, les populations de Tabou en général disent merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et particulièrement celle du village de Pataïdié qui vient d'être nouvellement connecté au réseau électrique national. Aujourd'hui, l'électricité installée, ça peut nous permettre d'acheter les appareils nécessaires en vue de nous d'avoir l'information juste. Nous sortons d'une précarité de l'information. L'électrification de Pataïdié apporte aux populations un autre élément pour leur progrès et met le village sur la route du développement. C'est un acquis que le président du conseil régional veut comptabiliser pour exhorter les populations de cette région, encore réfugiées au Libéria, à regagner la Côte d'Ivoire. Des infrastructures de grande sécurité, de haute sécurité ont été réalisées par le chef de l'État. Donc la zone est sécurisée. Qu'est-ce qui empêche alors nos frères de rentrer? Quand ils viendront effectivement occuper le terrain. Il y a la place pour tout le monde. Pataïdié électrifié. Ailleurs, dans plusieurs villages et sous-préfectures de la région du Sud-Ouest, des infrastructures ont été réalisées, notamment l'accès à l'eau potable et le reprofilage des routes. Des bénéfices énormes pour les populations. C'est autour de ces actions de développement et de progrès que le président du conseil régional de San Pedro bâtit son argumentaire pour susciter le retour des réfugiés ivoiriens du Libéria. L'ONG Servir à 20 ans, un 20e anniversaire célébré sur le site de son centre d'hémodialyse et de greffe rénale situé dans la commune d'Atekoubé. Henriette Konambédié, la présidente de l'ONG, a remercié les bonnes volontés qui ont soutenu les actions de l'organisation depuis sa création en mai 1996. Le centre d'hémodialyse et de greffe rénale est le plus grand ouvrage sanitaire dédié aux malades du rein en Côte d'Ivoire. Cet ouvrage s'étend donc sur près de 2 hectares. Il a été offert gracieusement à l'organisation non gouvernementale par la mairie d'Atekoubé. Soubré a abrité récemment une journée dédiée à la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Et cette journée baptisée Journée de la paix est une initiative des communautés religieuses de Soubré. Eugène Atoubé pour les détails. Des enfants issus des différentes confessions religieuses de Soubré à l'arrivée et au départ d'un défilé à travers les rues de la ville.
C'est le premier acte de la journée interconfessionnelle organisée à Soubré à l'initiative de l'église catholique de cette localité, la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda. Son curé, le père Balo Wakeli, indique que cette journée vise à briser les barrières religieuses et particulièrement celles qui pourraient exister entre les enfants au nom de la tolérance religieuse. Cette journée interconfessionnelle est un prétexte aussi pour renforcer l'harmonie entre toutes les communautés et la cohésion sociale. Acteurs majeurs de cette cause noble, les enfants, appelés à promouvoir et inviter les adultes à façonner un monde uni, solidaire, harmonieux où règne la paix à travers différentes représentations, ballets, chants, sketchs et théâtres à visée pédagogique. Monsieur, je ne te permets pas d'insulter mon mari dans ma maison, tu as compris? Le préfet de la région du Nawa, préfet de Soubré Ali Kouadio, s'est félicité de cette initiative des hommes de Dieu qu'il exhorte à renouveler au nom de la cohésion sociale et la paix à Soubré. Le directoire des partis membres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a repris ses travaux ce mercredi au siège du PDCI-RDA après une suspension momentanée. Le thème de la rencontre de ce jour reste la mise en œuvre du projet de parti unifié. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Cette rencontre marque la reprise des travaux du comité de direction des partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. 4 points à l'ordre du jour. La validation du procès verbal de la réunion du comité de direction tenue le 8 mars dernier. L'examen à mi-parcours du comité ad hoc, l'examen du programme d'activité du directoire et les divers. La mission essentielle du comité élargi du directoire du RHDP reste la mise en œuvre du projet de parti unifié. Ce que nous venons de décider aujourd'hui, c'est non seulement la relance des travaux, mais c'est désormais l'élargissement du champ d'appréciation du directoire à toutes les questions de politique nationale. Vous savez qu'en son temps, on avait mis des comités ad hoc en place, juste pour la mission du travail unifié, mais il ne faut pas oublier que le directoire est un ensemble, lequel directoire a pour mission de réfléchir, de donner la position du RHDP sur toutes ces questions. D'autres points seront abordés dès la semaine prochaine, notamment la révision de la liste électorale et le statut du chef de l'opposition. Le statut du chef d'opposition. Nous avons une vocation d'être demain des opposants. Donc sur cette question, le RHDP doit pouvoir aussi se prononcer. 2 rencontres sont prévues, l'une le lundi 23 mai et l'autre une conférence de presse du président du directoire Amadou Soumaoro le jeudi 26 mai afin de faire entendre la voix du RHDP sur toutes les questions d'actualité. Les femmes du RHDP, elles aussi s'engagent pour les batailles futures. Elles se sont réunies hier mardi pour réaffirmer leur engagement au mouvement. À l'ordre du jour de ce rassemblement qui a eu lieu au siège du RDR à Cocody, mobilisation et révision de la liste électorale. Sidonie Davila. Les femmes dans la dynamique de sensibilisation et de mobilisation des membres du RHDP pour un parti fort et unifié. C'est le combat que ces militantes du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie s'assignent après l'élection de leur présidente. Nous devons sensibiliser et mobiliser les populations pour leur participation massive au référendum constitutionnel. Après le référendum constitutionnel, nous mobilisons les femmes également pour aller aux élections législatives, municipales et régionales. Au cours d'une séance de travail qui a réuni les responsables des structures féminines des différents partis qui forment le RHDP, celles-ci se sont engagées à participer davantage au rayonnement de leur groupement politique. C'est uni que nous allons réussir. Donc nous mettre ensemble, nous devenons la force motrice du RHDP, la force motrice qui conduira inéluctablement vers le parti unifié. L'unité et la solidarité, c'est également ce que recommande le chargé de la mobilisation du RHDP, venu en soutien aux femmes. Je voudrais que vous soyez les lieutenants à nos côtés pour mettre en œuvre la vision du président Henri Konan Bédié
et du président Alassane Ouattara. Bientôt les élections législatives et municipales, les femmes membres du RHDP comptent investir villes et communes pour y installer des bureaux locaux. Leur mission, inciter les militants et militantes à une participation massive aux échéances électorales à venir. La lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit reste une préoccupation majeure du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les pirates continuent de gangréner le milieu du showbiz. Et pour donner un coup de fouet à la lutte contre ce phénomène, le Burida vient de mettre sur pied un commando. Il s'agit de la commission permanente de contrôle des enregistrements éphémères et de la lutte contre le piratage. Serge Collier. La commission permanente de contrôle des enregistrements éphémères et de lutte contre le piratage, créée par le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'assigne une seule et unique mission, à savoir éradiquer le piratage des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire. La stratégie de cette commission se résume en 3 points. D'abord, sensibiliser. Il faut interpeller les pouvoirs publics pour leur dire on vit mal parce que nos œuvres sont exploitées illégalement. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas protégé. Je pense qu'on veut aujourd'hui monter au créneau pour faire comprendre aux politiques que ceux-là, on doit s'occuper d'eux aujourd'hui. Après la sensibilisation, la répression, la commission entend associer tous les corps armés en Côte d'Ivoire pour freiner ce phénomène. Nous sollicitons aussi ceux qui ont mis la brigade de lutte contre la piraterie, le piratage des œuvres de l'esprit en place, de se réveiller aussi. Parce que le commissaire qui est là-bas, il n'a rien. Il est seul avec une secrétaire. Il n'a aucune voiture. Nous, on est fâchés contre lui parce qu'il ne peut pas arrêter les pirates. Or, il n'a pas de véhicule, il n'a pas d'argent. Comme solution, la commission de lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit propose la création des marchés accessibles, la réduction du coût de vente des CD et des DVD, ainsi que l'intégration des revendeurs autrefois pirates dans le processus de commercialisation qui sera mis en place. La première édition de la semaine du livre a démarré hier 17 mai au lycée Mamiou Fouette-Fété de Bingerville. La semaine du livre a pour objectif d'amener les élèves à lire davantage. Le thème de cette édition, l'importance du livre en milieu scolaire. Issaïeo Hermaniami. Comment inciter les élèves du lycée Mamiou Fouette-Fété de Bingerville à se familiariser avec le livre et à lire davantage? La réponse à cette interrogation a amené les responsables de cet établissement d'excellence à initier en partenariat avec une librairie une semaine du livre. Cette activité meublée par des expositions, des ventes d'ouvrages, des conférences et des dédicaces vise à permettre aux élèves de se cultiver à travers le livre. Nous demandons à l'autorité, et nos autorités, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, de nous appuyer pour vraiment booster le livre. Les enfants souvent ont les livres en classe, les étudient, mais ne savent pas qui a écrit. Donc d'abord, elles ont les écrivains, elles peuvent discuter avec eux et ça décloisonne. Et ensuite, ces écrivains, peut-être en leur parlant, vont leur donner encore le goût de la lecture. L'importance du livre n'est plus à démontrer. Il faut maintenant que le livre soit tous les jours dans les écoles, près des élèves, tous les jours dans leurs mains à la maison. La première édition de cette semaine du livre, ayant pour thème l'importance de la lecture en milieu scolaire, est marquée par la rencontre entre des écrivains et les élèves. De quoi réjouir les deux parties. Une chance pour nous, élèves, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des écrivains ici. C'est très important en tant qu'écrivain d'échanger avec des élèves parce qu'il faut que nos enfants comprennent l'importance du livre. Le livre, c'est d'abord les meilleurs enseignants, les meilleurs pédagogues. La semaine du livre du lycée Mamiou Fouette-Fété de Bingerville, qui a ouvert ses portes ce mardi, prendra fin le vendredi prochain. Le reportage de Issaïeo a été commenté pour vous par Herman Nyamia. Hors de nos frontières, cette fois en bref et en images, le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale a requis ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, un emprisonnement minimum de 25 ans contre Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef du MLC, le mouvement de libération du Congo. Le 21 mars dernier, la CPI avait reconnu l'ancien chef rebelle congolais coupable de 5 charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Centrafrique en vertu de sa responsabilité du commandant.
Au Nigeria, toujours en bref et en images, l'actualité est dominée par le retour en famille d'une des lycéennes enlevées il y a 2 ans à Chibok. Amina Ani, c'est son nom, a été retrouvée dans la forêt de Sambisa, considérée comme l'un des bastions des islamistes de la secte Boko Haram. Amina Ani avait fait partie des 276 lycéennes enlevées dans la province de Maïdiguri, dans l'état de Borno situé dans le nord du Nigeria. Ces enlèvements avaient suscité une vague d'indignation à travers le monde. Le Somaliland, république autoproclamée du nord de la Somalie, dont aucun pays ne reconnaît la souveraineté, a célébré aujourd'hui, mercredi, les 25 ans de sa sécession avec la Somalie. Laure Maïessé, Christelle Menon. Ce mercredi, la République autoproclamée du Somaliland fête sa 25e année d'indépendance à Hargeisa, la capitale du pays. Cette petite république d'environ 4 millions d'habitants est fière des progrès réalisés. Je suis vraiment très excitée. Je veux partager avec le monde mon bonheur. Je voudrais aussi encourager le monde à se rendre compte de ce qui se passe ici au Somaliland. Nous avons fait du bon travail depuis 25 ans maintenant. Donc, nous appelons vraiment le monde à témoigner du progrès que le Somaliland a fait et se rendre compte de ce que nous avons réussi. Le pays est stable, sûr et les élections sont démocratiques. Mais aucun pays au monde ne reconnaît officiellement le Somaliland. Pour l'occasion, le président Ahmed Siliano lance un appel à la communauté internationale. J'appelle la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine et la Ligue arabe à se rappeler de nos droits que nous avons au Somaliland et aussi de reconnaître notre pays. Pas d'accès aux prêts internationaux ni à l'aide au développement, difficile aussi d'attirer les investisseurs étrangers quand on n'a aucune reconnaissance officielle. Seuls les États reconnus par l'ONU comptent en droit international. Les critères, un gouvernement effectif qui exerce sa souveraineté sur un territoire donné ou a établi une population donnée. Mais il faut aussi avoir été reconnu comme État par un autre État. Ce qui n'est pas le cas de la République du Somaliland, décrétée indépendante le 18 mai 1991 par les rebelles nordistes après la chute du régime de Mohamed Siad Barre. La République fédérale de Somalie considère toujours, quant à elle, le Somaliland comme part entière de son territoire souverain. Nicolás Maduro aura-t-il le même destin que son homologue du Brésil? On pourrait le dire, le Venezuela tend en tout cas vers un tel scénario. L'opposition majoritaire au Parlement a rejeté son projet de l'état d'exception. Ce mercredi, les Vénézuéliens ont marché pour réclamer un référendum en vue de la destitution du président Nicolás Maduro. Le chef de l'État crie à la fraude. Mariam Cissé, Sidonie Davila. Ils montent tous au créneau. Au Venezuela, la tension monte entre le président et l'opposition. Hier mardi, à main levée, l'opposition majoritairement représentée au Parlement a rejeté l'état d'exception décrété par le président Maduro. Un état d'exception qu'ils accueillent comme un outil venant accentuer le niveau de dégradation de l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays. Enrique Capriles, candidat malheureux face au président Maduro en 2013, avait lancé un message de manifestation à l'endroit des populations visant à une revendication de la destitution du pouvoir en place. Un message aussitôt perçu. Ce mercredi, ils ont été nombreux, ces Vénézuéliens, qui réclamaient dans les rues un référendum conduisant à la révocation de Nicolás Maduro. Manifestation enrayée de violence. Enrique Capriles a également appelé l'armée à la désobéissance. Il leur a demandé de choisir entre la constitution et le régime en place. Maduro, de son côté, ne garde pas le silence. Il entend déjouer le projet de référendum qu'il qualifie de projet non viable. Il accuse par ailleurs l'opposition de fraude. Nicolás Maduro aura-t-il le même sort que son homologue du Brésil? La question reste posée. Toujours est-il que le Venezuela court le risque d'une explosion socio-économique, selon des experts. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous faire confiance. Merci surtout de toujours suivre RTI.